pense que en fait, les gens qui arrivent pas, enfin qui sont capés, comme tu dis, qui arrivent pas à passer le seuil du dessus, c'est qu'ils souffrent pas assez. Si tu souffres pas, bah, t'es dans ta zone de confort. En fait, alors des fois on est dans une zone de confort dans laquelle on souffre, mais ça fait pas assez mal, tu vois, pour qu'on ait envie de se sortir les doigts et puis de passer au-dessus. Mais il y a pas une réelle rupture qui se fait. Enfin, tu vois, il y a pas une réelle rupture. Moi, la raison pour laquelle j'ai réussi en fait à passer le step du dessus, à chaque fois, ça a été suite à des ruptures. Tu vois, en fait, d'abord, j'avais lâché mon métier de kiné une première fois et parce que j'avais fait un burn-out, je m'étais fait larguer, j'avais eu un accident en 6 mois. Tu vois, genre là, vraiment, si t'as toujours pas compris la leçon, Léa, c'est pas possible. Salut à toi, avant de démarrer cette nouvelle vidéo, assure-toi simplement de bien t'être abonné à la chaîne et d'avoir activé la cloche des notifications pour ne rien rater chaque semaine et être alerté à chacune de mes nouvelles vidéos. Écoute, Léa, je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Le Show. C'est son nouveau nom. Je suis hyper content de t'accueillir ici, notamment sur le sujet du jour que je vais dévoiler maintenant. C'est comment mettre son business au service de sa vie et être plus libre. C'est un sujet qui, toi, te tient à cœur depuis plusieurs années de ce que j'en sais. Et surtout, aujourd'hui, tu as un business qui te permet, toi, d'être libre, mais surtout qui aide d'autres personnes à l'être également et qui, du coup, mieux que toi, pour faire cet épisode-là ensemble. Donc déjà, bienvenue. Merci de m'avoir invité sur ce podcast. Merci, Loane. J'aimerais, pour démarrer très rapidement, alors je vais faire ton introduction très rapidement pour t'économiser un petit peu de salive et t'éviter de prendre du miel toutes les 10 secondes si t'es un petit peu malade et que t'as mal à la gorge. Mais grosso modo, donc aujourd'hui t'es multi-entrepreneuse, c'est comme ça que tu te définis. T'es également investisseuse immobilier. T'as créé une académie du coup qui s'appelle la Travel Cowgirl Academy où tu accompagnes du coup des femmes à développer leur activité qui leur permet d'être libres. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis juste? Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de tout ça? Alors oui, c'est effectivement la Travel Cowgirl Academy. J'accompagne pas que des femmes, contrairement à ce que évidemment la plupart des gens pensent. Bon, j'ai quand même 3/4 de femmes, mais j'ai un bon quart de mecs qui sont là aussi que j'accompagne. Et puis après, je fais beaucoup d'immersion aussi à côté en présentiel, puisque l'académie est vraiment en ligne. Donc puis je fais du e-commerce aussi à côté. Donc je fais pas mal de de trucs dans tous les sens, ouais. Donc du coup, multi-entrepreneur, ça porte bien son nom. Est-ce que tu peux alors, très rapidement, et j'ai plein de questions à te poser pour aujourd'hui que je me suis préparé, mais très rapidement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu l'ensemble de tes activités? Je suis assez admiratif et je me rappelle très bien même la première fois qu'on s'est rencontrés dans le mastermind donc de Romain Collignon. On faisait tous notre petite présentation de qui on était et ce qu'on faisait. Et je me rappelle que tu avais un petit peu expliqué les différents business que tu avais. Et quand tu as fait ta présentation, je me rappelle très bien la réaction que j'ai eue. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle fait tout ça? Car moi-même, je suis incapable. Donc, donc, est-ce que tu peux nous redire un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et c'est quoi tes différentes activités? Ok, alors déjà, je m'excuse pour les personnes qui nous écoutent, mais je suis malade, donc je vais beaucoup tousser. Je rentre du Cameroun où il faisait 35 degrés, j'arrive en France où il fait 0. Je suis désolée, mon corps n'a pas supporté. Alors, je fais pas mal de choses. Mon activité principale, c'est effectivement une académie en ligne dans laquelle j'accompagne les gens en fait à se lancer dans le business. En fait, déjà à trouver une idée de business et même avant ça à prendre confiance en eux. Donc, il y a une grosse partie mindset et une partie vraiment pure business. Ensuite, je fais des immersions en présentiel. Donc, j'en ai évidemment au sein de mon académie, mais j'en ai aussi en fait dans un contexte qui n'a rien à voir parce que je monte beaucoup à cheval. Bon, d'où mon nom Travel Cowgirl, mais en fait, j'ai créé une immersion où je fais de l'introspection. Là, pour le coup, c'est que pour les femmes. Et en fait, on fait moitié cheval, où on est dans un ranch, on découvre le tri de bétail à cheval, etc. Et l'autre partie de la journée, on fait de l'introspection. Donc ça n'a rien à voir avec mon académie. Mais je me suis dit, où est-ce que je peux faire du développement personnel et du cheval toute la journée, puisque c'est les deux trucs que je kiffe. Bah tiens, je vais créer des immersions où on va faire ça toute la journée. Après, effectivement, j'investis dans l'immobilier. Donc j'ai déjà plusieurs biens en peu de temps. Là, j'avoue que j'y suis allée en mode Kalachnikov pour l'immobilier. Mais bon, voilà, j'ai pas fait les choses à moitié. Et ensuite, je fais du e-commerce aussi à côté. Bon, là, j'en ai arrêté une partie qui me correspondait plus, qui me saoulait, pour être honnête. Et du coup, là, j'ai créé des carnets de productivité, des carnets pour gérer son budget, etc. Donc, j'ai pas mal d'activités comme ça. Et après, je fais aussi de l'affiliation. Pour ceux qui savent pas, l'affiliation, c'est en fait quand on recommande des choses qu'on a testées et qu'on aime. Donc moi, c'est plutôt dans le milieu des formations ou dans pas mal de partenariats que je choisis et que je kiffe. Voilà, en gros, le panel de ce que je fais. Ouais, écoute, c'est super intéressant. Et ce qui est aussi cool, c'est que ça va complètement à l'opposé de ma manière de fonctionner
à moi, c'est-à-dire d'être très focus sur un truc et de rester 100% là-dessus. Et c'est ça qui est méga intéressant et j'ai hâte de pouvoir creuser un petit peu là-dessus. Donc du coup, une académie, des retraites en présentiel, de l'investissement immobilier, des e-commerce, de l'affiliation. Ouais. Ça fait un quotidien bien rempli. Ouais. Bah là, ça va. Maintenant, ça va mieux, du coup. Il y a eu un petit passage un peu tendu parce que moi, j'étais kiné avant. Et en fait, ça fait... bah là, on est au mois de janvier. Ça fait 1 an et quart, entre guillemets, que j'ai arrêté mon métier de kiné. Mais en plus de ça, j'étais encore kiné il y a un peu plus d'1 an. Donc, j'ai eu des petits moments un peu tendus, tu vois. Un petit peu tendus pour quand tu te formes, quand tu investis, quand tu crées tes business, enfin voilà, il y a tout ça en plus avec le taf à côté. Puis je monte à cheval, je fais pas mal de compétitions aussi. C'est ma passion dans le milieu western. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les cow-boys. J'ai travaillé dans ce milieu-là aussi aux États-Unis. Et du coup, voilà, j'ai un panel un petit peu de pas mal de choses différentes, mais c'est aussi ce que j'aime. Et tu vois, moi, de faire un seul truc tout le temps, bah, ça me gave en fait. C'est pas. Au début, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur un seul business, mais non, moi, je voulais tout faire. J'ai juste trouvé des techniques en fait pour pouvoir le faire parce que t'as quand même ce moment où t'es obligé d'être focus à 100% sur quelque chose pour que ça fonctionne et pour que ça décolle surtout. Donc, j'ai trouvé des techniques après à mettre en place que j'apprends à mes élèves aussi, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais l'objectif de tout ça, c'était, même si tout le business pour moi c'est du fun, c'est du kiff et c'est un jeu, c'est vraiment un jeu, l'objectif c'était quand même la liberté. La liberté, le fait de pouvoir lâcher mon taf, que je n'aimais plus, même si c'est un très beau métier, le métier de kiné, mais voilà, ça me correspondait plus du tout et l'objectif c'était de pouvoir en fait voyager et monter à cheval quand j'ai envie, où j'ai envie et faire ce que je veux, quoi. Super. Alors là, avec du coup la liste que t'as fait, donc moi j'ai listé à peu près au minimum 7 activités différentes. On pourrait se dire, bah Léa, elle a pas de vie. Léa, pour elle, c'est impossible. Et à mon avis, elle doit passer du moment où elle ouvre les yeux au soir, tard, à travailler sur ces différentes activités, etc., etc. Et alors que, à l'inverse, ce que tu arrives à enseigner aux gens et ce que tu arrives aussi à appliquer à toi-même, c'est d'être libre grâce à ça. Tu voyages énormément, t'as du temps pour toi, pour tes passions, etc. Et ma question, c'est quoi ces stratégies et comment tu fais grosso modo pour réussir à concilier tout ça et surtout de pouvoir en plus avoir du temps pour toi et pour tes loisirs et tes passions. Alors, en fait, la manière dont je vais répondre, ça va être en fonction des personnes qui écoutent et en fonction de leur niveau aujourd'hui d'avancement dans l'entrepreneuriat, parce que je pense qu'il y a plusieurs réponses pour différents types de personnes. Quand j'ai complètement démarré, c'est-à-dire quand j'avais encore mon taf à plein temps de kiné, j'avais pas de vie en fait. T'as raison. Je me réveillais le matin, je me levais plus tôt, je me couchais plus tard. Je faisais, alors un truc qui n'est pas bien, mais je faisais absolument pas attention à ma santé. Clairement, j'ai passé environ 2 ans où j'ai fait 0 sport, je mangeais ce que je trouvais, enfin voilà, c'était pas en mode on va essayer de manger sainement, de prendre du temps pour cuisiner, tout ça, enfin pas du tout. Donc vraiment, je pense qu'il y a toujours ce moment de friction où en fait t'es un peu dans ce genre de tube qui devient de plus en plus étroit, où en fait faut charbonner, faut même pas réfléchir, faut juste charbonner comme un taré. Et voilà, c'est ce que j'ai fait en fait au début. Donc t'as ce moment-là où je pense on est obligé d'y passer en fait. Enfin, t'es obligé d'y passer. Je pense. Enfin, en tout cas, je ne connais personne dans mon entourage d'entrepreneurs qui ait réussi à monter des business qui explosent en travaillant très peu tout le temps. Tu vois. Après, une fois que t'as passé un certain seuil, oui. Là, c'est mon cas aujourd'hui. Je travaille beaucoup moins. Mais il y a quand même ce moment, cette friction où t'es quand même obligé d'y aller comme un taré, quoi. Enfin, voilà, t'es obligé de charbonner parce que t'es obligé d'apprendre, ensuite d'implémenter, ensuite de faire en sorte que ça fonctionne. En même temps, tu travailles sur toi, sur tes peurs, sur tes trucs, tout le bullshit que tu te racontes et qui t'empêche d'avancer. Et en plus, t'as ton taf à côté, il faut dormir, faut manger, enfin voilà. Donc il y a cette partie-là. Ensuite, une fois que ton business est lancé, t'as à nouveau ce genre de balance de OK, quand est-ce que je lâche mon taf parce que le business il fonctionne, mais là ça fait même pas 1 an que j'ai démarré. OK, je commence à gagner des sous, mais c'est pas régulier parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je sais pas encore comment le réguler. Et donc t'as ce moment-là où comment est-ce que je fais? Donc moi j'étais passée à mi-temps dans mon taf de kiné la dernière année pour pouvoir en fait justement faire aussi mes trucs à côté parce qu'il y a un moment ça passe plus dans les 24 heures et à la fin j'étais même carrément à quart temps. J'avais réussi à négocier ça à un quart temps, donc de bosser très très peu, mais pour avoir quand même cette sécurité mentale, ce qui est d'ailleurs
un bullshit aussi, mais bon, peu importe, cette sensation de sécurité, tu vois, pour pouvoir continuer, qui m'a aussi permis d'investir dans l'immobilier alors que j'étais déjà entrepreneur, tu vois, mais que j'avais encore la kiné à côté parce que à la banque on te prête plus facilement quand t'as un taf normal que quand t'es entrepreneur. Donc c'est aussi pour ça que j'ai tenu le plus longtemps possible. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai dit bon, ciao, j'en peux plus. Et maintenant aujourd'hui, ce que je fais, c'est qu'en fait, bon, clairement, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est l'organisation en termes de productivité, comment tu t'organises, comment tu es productif. Donc ça, je vais vous en parler peut-être après. Et la deuxième chose, c'est la délégation. Enfin, ça a été, je pense que c'est pas possible. Après, c'est ma vérité à moi parce que c'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui s'en sortent différemment, mais je trouve que c'est pas possible à partir d'un certain niveau de revenu, un certain niveau de business, de ne pas déléguer si tu veux être libre. En fait, voilà, ça peut pas matcher. Donc en fait, j'ai toujours pris les décisions en me disant, tu vois, je réfléchissais à l'entrepreneur que je voulais être 3 ans plus tard. Je réfléchissais toujours sous forme de 3 ans. Ok, je veux être quel entrepreneur dans 3 ans? Et ça, je le faisais quand j'étais encore kiné. Ben voilà, dans 3 ans, je sais que je suis libre, que je voyage, que j'ai plus à bosser. Et je prenais les décisions que cette personne-là aurait prises aujourd'hui pour moi, tu vois. Donc en fait, j'essayais toujours de réfléchir comme ça et de dépenser entre guillemets avec 3 ans de retard. C'est-à-dire que même quand j'ai été entrepreneur, j'ai pas eu direct un style de vie incroyable à avoir des comment dire, à être dans des hôtels de luxe et tout ça. Déjà, c'est pas trop mon truc, mais vraiment, j'ai vraiment essayé de dépenser comme si j'étais pas entrepreneur, comme si je gagnais pas tout cet argent, tu vois, comme si j'avais une vie encore normale entre guillemets pendant le plus longtemps possible. Bon là, j'avoue, après j'ai commencé à me faire plaisir, mais au début j'ai vraiment essayé de le tenir le plus longtemps possible. Et encore une fois, de visualiser et de prendre mes décisions en fonction de la nana que je veux être dans 3 ans. Et même aujourd'hui, tu vois, les décisions que je prends aujourd'hui, je me demande toujours, ok, par exemple, quand je démarre un nouveau business ou que j'ai des nouvelles opportunités, ça arrive de plus en plus, forcément, quand tu commences à grossir et à avoir de plus en plus de communautés, de communautés aussi d'entrepreneurs autour de toi, toujours me demander, ok, là, cette décision-là, ce choix-là, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Et toujours, en fait, avoir comme l'étoile polaire, tu vois, ok, c'est quoi ton objectif principal? Donc moi, par exemple, c'est mon ranch. Je vais acheter mon ranch qui va être acheté l'année prochaine avec mes chevaux, avec des business que je vais créer dessus, etc. Et en fait, malgré le fait que j'ai plein d'opportunités aujourd'hui, là, même si tu me donnes 3 millions d'euros, tu me dis, voilà, je te donne 3 millions d'euros. Par contre, pendant les 2 années qui arrivent, tu bosses comme un taré sur un truc qui n'a rien à voir et qui te rapproche pas de ton objectif, je te dis non. Enfin, tu vois, c'est non, même 20 millions, en fait. Je veux pas, en fait. Parce que ça m'enlève cette liberté-là et c'est hors de question. Génial. Je vais revenir, si ça te dérange pas, sur tout ce que tu viens de dire. Tu as partagé beaucoup de choses et surtout tu as partagé différentes phases du moment où on se lance au moment où on est libre. Juste avant qu'on repasse très rapidement sur ces phases-là, est-ce que tu as une définition de qu'est-ce qu'est pour toi la liberté? Parce que par expérience et par rapport aux différentes rencontres que j'ai pu faire, je sais qu'on n'a pas tous la même définition, on n'a pas tous la même liberté. Ça veut pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. C'est quoi la tienne? Alors, elle a évolué, ma définition. Avant, c'était juste ne plus avoir à travailler avec des horaires imposés. C'était vraiment, et avec de la discipline, enfin comment dire, pas vraiment avec de la discipline, mais avec quelqu'un qui te dit ce que tu dois faire. Ça me rendait complètement dingue. Je ne pouvais pas. Et pourtant, j'étais kiné libérale, donc ça allait. Mais en fait, j'avais quand même des patients, donc t'es quand même obligé de te pointer au moment du rendez-vous, tout ça. Enfin, voilà. Donc ça, au début, c'était le cas. Et aujourd'hui, la vraie liberté pour moi, alors. Elle est un peu plus spirituelle, tu vois, c'est un peu différent. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, au début, ils charbonnent, ils pensent que business, et puis après, t'as ce petit passage de, attends, on va commencer à penser à nous, à l'estime de soi, au bien-être, etc. Enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc qui se passe. Et je l'ai vu chez plein d'entrepreneurs qui parlent d'abord de gros business, et ensuite, du jour au lendemain, les mecs, ils te parlent de spiritualité, tu comprends pas ce qui s'est passé. Mais, enfin, je sais pas si ça te parle ou pas, mais il y en a quand même beaucoup à qui c'est arrivé. Et aujourd'hui, pour moi, la liberté, c'est en fait de me sentir bien, en fait, tous les jours, de me sentir bien et d'être heureuse de faire ce que je fais tous les jours, de me lever le matin et de me dire, pas de me dire, oh non, la journée pourrie, oh là là, c'est chiant, j'ai ça que je dois faire, j'ai pas envie, etc. C'est vraiment de me lever et de kiffer. Il y a encore 1 an ou 2, je t'aurais dit, la liberté, c'est voyager dans le monde entier, et, que personne ne dise ce que je dois faire et faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, si je veux. Ça, voilà, c'est la base. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment de kiffer ma journée. Et pour ça, il y a plusieurs piliers, notamment le fait de pas avoir de soucis d'argent et de te dire, voilà, en fait, si je veux me faire un voyage, si je veux prendre un billet aujourd'hui pour aller quelque part, je peux. Le fait de pouvoir monter à cheval autant que j'ai envie, de faire toutes les compétitions que je veux et de pouvoir aider mes proches. Ça, c'est un des trucs que j'ai commencé à faire l'année dernière, mais qui m'a
tellement fait du bien, en fait, tu vois, des proches qui ont des projets, qui n'ont pas forcément les sous et tout ça, et de pouvoir les aider là-dedans. C'est aussi une façon pour moi de me libérer, tu vois, de me dire, purée, c'est génial, je peux aussi aider les gens autour de moi à se libérer. Voilà. Ouais, c'est génial. C'est vraiment marrant que tu dises, et je pense que c'est tout à fait vrai, et je pense que c'est valable pour beaucoup, c'est que la liberté, elle évolue au fur et à mesure du temps. Moi, je me rappelle au tout début, la première liberté que j'ai recherchée, c'était la liberté hiérarchique. Comme toi. Vraiment, c'était vraiment, je veux plus bosser pour quelqu'un, je comprends même pas pourquoi je rapporte de l'argent aux autres, je devrais travailler pour moi, bref. Ouais, En plus, ça me donnait des ordres et me conseillait sur des trucs que je savais mieux faire que mes boss, c'était quelque chose de très compliqué. Après, elle a évolué, ça a été la liberté financière. Aujourd'hui, c'est temporel et social. Ça veut dire, en gros, maintenant, je préfère organiser mon temps comme je veux et de m'entourer des gens que je veux. Et peut-être que dans 5 ans, ce sera encore autre chose. En tout cas, ça évolue toujours. Et surtout, chacun a sa propre définition de liberté. Et j'en parlais avant, et j'aimerais juste que tu me donnes ton avis là-dessus. On a souvent cette image de liberté grâce au business, et on voit cette photo du gars avec un chapeau de paille sur la tête, un mojito dans la main et les pieds croisés dans un hamac aux Bahamas. Est-ce que pour toi c'est ça la vraie liberté? Est-ce que c'est ça qu'il faut absolument rechercher? Est-ce que c'est faisable aussi ça? Alors, est-ce que c'est faisable? Oui, je pense. Est-ce que je ressentirais de la liberté? Je vais être honnête, je me ferais chier, quoi. Tu vois, je me ferais chier. Alors, moi, j'ai déjà cru que c'était ça, hein, à l'époque, tu vois. J'ai été dans plein de pays, tu vois, où t'arrives au Mexique et tu dis, ça y est, je vais pouvoir être à la plage toute la journée. Au bout d'une journée, j'en pouvais plus. Moi, il fallait que mon cerveau, il crée des trucs. Et la liberté, je pense que c'est aussi le fait d'avoir la possibilité de créer tes idées, de mettre tes idées en forme, parce que, tu vois, il faut que tu puisses investir dedans ou que tu puisses te payer un truc, etc. Que ce soit un business ou pas, hein, tu vois, mais de pouvoir mettre tes idées en construction et d'avoir le temps, l'énergie, l'argent de le faire, tu vois. Ça, c'est une sacrée liberté. Mais clairement, oui, je pense que c'est possible parce que j'en connais des gens qui partent et qui sont à la plage comme ça avec leur cocktail et qui font rien de la journée. Enfin, pas qui font rien de la journée, mais qui passent quand même des journées entières à ne rien faire, etc. Il y en a quelques-uns, mais moi, je les envie pas du tout parce que c'est la mort de l'âme, tu vois, de plus rien faire comme ça, c'est pas possible. Enfin, après c'est un état d'esprit, chacun son truc. Hein. Clairement. Alors, dans mon propos, c'était pas de dire si quelqu'un, voilà, part, par exemple, à l'étranger, et qui va faire ça 1 ou 2 jours dans la semaine et que le reste du temps il travaille. Moi, c'était plutôt l'image de, moi, je me souviens, c'était la première image que j'avais du business en ligne au tout début. C'était vraiment, je crée un revenu passif et tout travaille pour moi. Et en fait, moi, je branle rien et je gagne de l'argent. C'est plutôt ça, moi, là où je veux emmener le sujet, c'est que pour moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est complètement erroné. Et aujourd'hui, ça n'existe pas, le revenu passif. Ah non, le revenu pur passif est une aberration. Hein. Même dans l'immobilier, on te dit oui, tu peux avoir des revenus passifs et ne plus rien faire. Non, t'as de la charge mentale, t'as quand même des trucs et tout. Enfin, non, c'est du bullshit pour moi. Ouais, ok, je comprends mieux ta question comme ça. Après, ça, c'est peut-être possible chez les mecs qui sont multimillionnaires et qui en ont vraiment marre de travailler et voilà, qui vont peut-être faire ça pendant quelques temps. Mais malgré tout, ils ont quand même une équipe à gérer derrière. Tu vois, il y a quand même ce truc derrière là, mais le mec qui gagne 10 000 balles par mois et qui te dit ouais, moi je suis complètement libre et je fais rien de mes journées, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Et du coup, tu as parlé de 3 phases, je trouve méga importantes parce que souvent, moi, les 3 phases dont tu as parlé, c'est souvent des moments où j'ai l'impression que certaines personnes capent, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas de jumper d'une phase à une autre. Tu as parlé de la première, c'est de se dire, la première phase, au début, tu as dit, j'avais pas de vie. J'avais mon boulot de kiné, je travaillais comme une malade et j'ai mis en place des choses. Et ce que j'ai remarqué, c'est que tu assumes 100% le fait de se dire à un moment donné, ok, faut sortir les doigts du cul et faut mettre des choses en place. Et ça, je remarque déjà que certaines personnes ne se rendent pas compte qu'au début, il faut bosser en fait. Bah ouais. J'ai identifié cette première phase-là et je serais curieux vraiment que tu reviennes un tout petit peu dessus et que tu me donnes ton point de vue sur cette phase-là. Je remarque aussi une deuxième phase que tu as identifiée où je revois beaucoup de personnes qui capent, c'est ok, je commence à avoir des petits résultats avec mon activité, je bosse comme un malade, mais à un moment donné, je dois faire des choix. Donc toi, tu as expliqué que tu as laissé par exemple ton job de kiné pour te concentrer à 100% sur tes activités qui te font kiffer et qui te rendent libre justement. Et moi aussi, je remarque beaucoup de personnes qui ont du mal à faire ce choix, parce que pour moi, c'est un choix, à un moment donné de dire je décide d'arrêter une chose pour me concentrer sur les autres qui me font le plus kiffer. Et je remarque que beaucoup ont du mal à faire cette transition-là entre les deux. Et la dernière, c'est ok, maintenant que je suis à 100% focus sur mon business, c'est comment est-ce que je fais pour être vraiment libre. Là, tu as parlé de délégation et de choses comme ça, je pense qu'on y reviendra un petit peu après, mais voilà. J'aimerais beaucoup que tu reviennes sur ces 2 premières phases. La première où il faut se bouger le cul et la deuxième où il faut faire des choix en fait pour accélérer la transition et être l'entrepreneur qu'on veut être dans 3 ans, comme tu le disais. Ouais, je pense que en fait,
les gens qui arrivent pas, enfin qui sont capés, comme tu dis, qui arrivent pas à passer le seuil du dessus, c'est qu'ils souffrent pas assez. Tu vois. Alors j'ai cette croyance et franchement pour l'instant personne m'a montré le contraire. Donc j'attends parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question, mais j'attends. J'ai cette croyance que si tu souffres pas, ben, t'es dans ta zone de confort, en fait. Alors, des fois, on est dans une zone de confort dans laquelle on souffre, mais ça fait pas assez mal, tu vois, pour qu'on ait envie de se sortir les doigts et puis de passer au-dessus. Et je pense qu'en fait, les personnes qui, alors, on va parler de la première phase, tu vois, où il faut commencer à se former, commencer à monter ton business, et c'est, entre guillemets, la plus difficile, parce que c'est vraiment ce moment-là où tu galères, où tu remets toute ta vie en question, etc. Il y a plein de personnes qui vont être dans ce truc de stagner parce qu'en fait et de procrastiner parce que ça fait pas mal, parce que malgré tout elles ont quand même un salaire, il y a quand même une vie, alors c'est dur, on travaille beaucoup, etc., mais il n'y a pas une réelle rupture qui se fait, enfin tu vois, il n'y a pas une réelle rupture. Moi la raison pour laquelle j'ai réussi en fait à passer le step du dessus à chaque fois, ça a été suite à des ruptures, tu vois, quand j'ai en fait d'abord j'avais lâché mon métier de kiné une première fois et parce que j'avais fait un burn-out, je m'étais fait larguer, j'avais eu un accident en 6 mois tu vois, genre là vraiment si t'as toujours pas compris la leçon Léa, c'est pas possible. Et donc je m'étais barrée aux États-Unis dresser des chevaux dans les ranchs. J'ai fait ça 2 ans, je suis revenue en France, j'ai repris le métier de kiné. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, là, c'est horrible parce que j'ai cru que je m'étais enfin libérée de la kiné. Et puis, en fait, finalement, je reviens au même point parce que finalement, les chevaux, finalement, j'ai pas envie de travailler là-dedans, ça me plaît pas, etc. Et donc là, ça a été une douleur, je vais pas dire spirituel, mais tu vois, j'avais plus vraiment de sens dans ce que je faisais. J'étais en panique, tu vois, de savoir comment j'allais régler ça. Et j'ai monté des business, j'ai commencé à faire des trucs, etc. Je commençais à gagner ma vie, mais pas assez pour être libre. Tu vois, je faisais peut-être 2-3 000 euros par mois, mais c'était pas régulier. Enfin voilà, j'ai monté plusieurs trucs et tout ça. Et il a fallu, pareil à nouveau, une fracture du genou où j'ai passé 3 mois allongée dans mon lit pour que enfin je me dise bon Léa, maintenant ça suffit. Ton business de coaching, tu le crées, parce qu'à chaque fois je disais ouais, je le ferai le mois prochain. Puis t'as tout ce bullshit là qui te dit ouais non mais tu sais si ça marche pas gna gna gna, et il y a pas cette urgence en fait, tu vois. Et je pense que les personnes en fait que j'ai vues en tout cas autour de moi vraiment arrêter de caper et passer le step du dessus, c'est les gens qui ont soit été obligés, soit qui se sont sortis eux-mêmes de leur zone de confort. Tu vois, qui se sont sortis de cette petite routine, ce petit environnement, qui ont tout plaqué pour partir dans un autre pays, même s'ils savaient pas du tout où ils allaient, même s'ils parlaient pas la langue, ce qui a été mon cas d'ailleurs quand je suis partie aux US, parce que je parlais même pas anglais. Bref, ça va être soit des personnes comme ça, soit les gens qui ont vécu vraiment un divorce, ou quelqu'un qui décède autour d'eux, ou un accident. Enfin voilà, j'ai remarqué que vraiment les gens qui y vont, c'est vraiment ceux qui ont une douleur. Donc si la douleur n'existe pas, parce que bah voilà, t'as de la chance, c'est cool, tout va bien dans ta vie, il faut la créer toi-même en changeant d'environnement. C'est la meilleure façon de faire, en changeant d'habitude. Donc le top, c'est de partir tout seul, déjà tout seul, ça c'est important, tout seul ailleurs, tu vois, juste dans un autre pays, même si c'est pour 2 mois, même si c'est pas forcément pour y vivre, etc., mais juste créer une douleur quelque part, une douleur dans ta zone de confort pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau, pour en fait changer ton identité aussi, tu vois. Ouais, voilà, génial. pour moi c'est ce que je ferais. Du coup, c'est ce truc d'être un petit peu dos au mur, en fait, et de se dire, OK, il n'y a pas d'autre choix que ça, et de le faire. Bah, d'ailleurs, on est tous les deux un peu sensibles à la culture business américaine. Et là-bas, moi, il y a un truc j'ai un truc qui revient souvent, c'est de dire, si t'es pas all-in, si tu y vas pas à 100%, à quoi tu t'attends, quoi. Et là, c'est vraiment ça. Se donner à 100%, notamment au début, sur la partie de transition, très rapidement, je reviens rapidement dessus. Je parle de ça parce que je sais qu'il y a notamment des coachs qui vont écouter ça, notamment coachs sportifs. Moi, je sais que quelque chose qui bloque beaucoup de coachs quand il s'agit de développer leur activité. Alors, juste pour statuer, nous, c'est qu'on aide les coachs à faire chez Level Up, c'est qu'on les aide à créer des activités en ligne pour des coachs sportifs et comment accompagner plus de clients en ligne. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que justement, et tu l'as très bien dit, c'est que certains ont tellement le confort d'avoir quelques clients dans leur salle de sport ou à domicile à côté de chez eux, etc. Ça leur donne un petit revenu régulier qui va bien, mais ça leur prend du temps, ça leur prend beaucoup d'énergie et ils ont du mal à faire la transition et de se dire, OK, j'ai vu que j'avais une opportunité en ligne, mais par contre, j'ai pas le temps, l'énergie, ni la motivation du coup suffisante pour avoir de vrais résultats sur ce en ligne. Et le fait de pas faire cette transition-là et de dire ok, je vais pas all-in sur ce qui peut me permettre d'être plus libre, etc., fait qu'en fait, c'est des gens qui restent toujours bloqués. Ouais. Il y a une petite phrase que je vous conseille de dire, alors qui est assez... En fait, je vais être très cash, mais ouais. Quand tu as ce truc où tu bloques, parce que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et des fois, ça m'arrive encore d'être, tu vois, en mode, bah attends, mais c'est bon, j'ai ce qu'il me faut,
pourquoi est-ce que je voudrais faire plus? Franchement, c'est bon, je kiffe. Et c'est aussi une bonne chose de pas vouloir toujours faire plus. Mais malgré tout, tu vois, d'être dans ces petites zones de confort. Et là, ça m'est arrivé un peu l'année dernière de ça y est, en fait, je gagnais tellement bien ma vie, j'étais en mode, franchement, j'ai même pas envie de me lever, je suis cool, quoi, tu vois. Enfin, pourquoi est-ce que je me lèverais, tu vois, et de rentrer dans ce cercle de confort et de procrastination. Et en fait, il y a un truc que je fais. Enfin, il y a deux choses que je fais. La première, c'est la douche froide. Vraiment, je vous jure, je sais pas si les personnes qui nous écoutent ont déjà essayé ça, mais quand vous êtes dans ce petit bullshit intellectuel de gna gna gna, non mais allez, oh j'ai un peu la flemme, j'ai pas trop envie machin, allez juste dans votre salle de bain à n'importe quel moment de la journée et allez prendre une douche froide, ça va vous remettre vraiment les idées en place. Je vous assure que c'est un des trucs les plus puissants, moi, que j'ai trouvé pour créer une rupture, tu vois, vraiment créer ce truc-là. Et la deuxième chose, c'est que moi, je me regardais dans le miroir et je le fais encore de temps en temps quand je sens que je commence à prendre mes aises. Et puis, je le fais très facilement parce que moi, à la base, j'ai fait tout ça parce que je suis une feignasse, tu vois. C'est parce que j'ai pas envie de travailler, tu vois. Donc, du coup, j'ai souvent ce truc qui reprend le dessus. Et en fait, c'est de me regarder dans le miroir, dans les yeux, dans le blanc des yeux, de me dire, Léa, en fait, est-ce que tu veux encore cette vie-là pour les 50 prochaines années? C'est ça que tu veux? Enfin, t'as fait tout ça pour ça, juste pour arriver à cet endroit-là où t'es peut-être pas encore dans ton ranch idéal, dans tes trucs, et là, t'es en train de me dire, oh non, j'ai la flemme, etc. Tu vois, en fait, te parler comme une petite victime, tu vois, dans le miroir. Alors, c'est ma façon à moi, un peu cash de le faire, mais c'est vraiment, je me regarde dans les yeux, je me dis, est-ce que tu veux, enfin, c'est ce que je faisais quand j'étais encore kiné, que c'était dur pour moi, que j'avais du mal, que je ramais et tout ça. C'était de me regarder dans les yeux en disant, est-ce que tu veux vivre cette vie médiocre encore pendant 50 ans? T'as envie de faire ça? C'est ce que tu veux? Pas de problème si c'est ce que tu veux. Et tu te parles à toi-même comme ça. Et en fait, moi, je viens toucher mon ego parce que je sais que c'est un truc qui est très fort chez moi, l'ego. Et donc, du coup, je viens titiller un peu comme ça et ça me rend ouf, en fait. Donc, c'est ce qui me permet de ressortir de ma zone de confort et de me dire, mais non, moi, je suis une machine, ok? Moi, je vais tout exploser. Et puis, du coup, j'y vais. J'ai un truc que je fais qui est un peu différent de toi. Alors, moi, je sais pas pourquoi ça me le fait, mais je pense que il y a aussi de l'ego. Moi, c'est souvent quand je vois que je me la coule douce et que j'ai pas ce truc de motivation comme on a pu ressentir à certains moments de notre vie d'entrepreneur. Ce que je fais, c'est que je vais dans des coworking. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis dans un coworking, il se passe un truc bizarre, mais en fait, je vois les autres bosser autour de moi. Et je me dis, putain, l'enfoiré, il bosse plus que moi. Il va plus vite que moi. Ouais, il va plus vite. Exactement. Et du coup, automatiquement, ça me crée un truc où derrière, boum, je deviens inarrêtable pendant une journée. Et en fait, en te le disant, je me rends compte que je le fais encore pas suffisamment assez. Parce que si je dois analyser les jours où je suis au coworking, des jours où je suis chez moi, ou là où je travaille, je suis beaucoup plus productif dans ces environnements. Encore une fois, on parle d'environnement, mais où il y a ces gens-là et ça me pousse à me donner encore plus et pas lâcher, quoi. Et de partir après eux du coworking. Ça, c'est mon fait. Il y a je sais pas si tu connais, bon, tu dois le connaître, un Américain, E.T., comment il s'appelle ce mec? Un mec qui est vraiment un speaker américain. Maïlet. Comment tu dis? Maïlet. Non, c'est pas ça, mais bref, un speaker américain, j'ai perdu son nom là, que j'écoutais, bon, qui hurle, tu vois, sur scène, et en mode bam bam bam, tu vois, il te casse la tête, et vraiment, il disait, il y a personne dans cette pièce qui bosse plus dur que moi. Et ça, c'était un truc, tu vois, que je me dis souvent, c'est que quand je me lève tôt, que je me couche tard, etc., parce que j'ai des journées où je bosse comme une tarée et des journées où je fais rien du tout, tu vois. Et par exemple, hier, j'ai dû bosser quasiment 14 heures, tu vois, 14 heures non-stop. Mais après, par contre, avant que je refasse une journée comme ça arrive pas tout le temps, tu vois. Mais je vais avoir des journées où je travaille très très fort. J'ai vraiment des phases, des blocs comme ça où c'est soit je fais rien à fond, soit je bosse à fond. J'ai pas envie d'être dans la moyenne comme ça, parce que les miracles, la magie, elle arrive pas dans la moyenne, elle arrive vraiment dans les extrêmes, tu vois. Et en fait, ce mec-là, cette phrase, elle m'est restée en tête. Et à chaque fois, en fait, que j'ai la flemme de bosser, je me dis, non mais meuf, en fait, il faut que tu fasses en sorte qu'il y ait personne qui bosse plus dur que toi. Que malgré dans tes élèves, dans ton entourage entrepreneurial, il faut que personne ne bosse plus dur que toi dans les moments, dans les phases où tu te mets en mode, on appelle ça le hustle, tu vois, le truc en mode hustle hard, là, tu vois ça sur des hashtags sur Instagram, genre, avec les mecs qui prennent leur petit ordi comme ça et qui prennent une petite photo en mode, on est en train de bosser comme des oufs. Et vraiment, c'est important d'avoir ces phases où tu bosses comme un ouf, en fait, parce que si tu le fais pas, à un moment, t'arrives pas dans cet extrême qui fait qu'il y a des nouvelles choses qui vont se passer. Tu vas rester justement dans la moyenne. C'est pas grave, mais du coup, si ton but c'était de pas de rester dans la moyenne à la base, bah c'est un peu con, quoi. Ouais. J'ai une question à te poser. Du coup, la façon dont on en parle, ça me fait poser la question. Moi, j'ai des moments également où je travaille comme un malade et des moments où je travaille peu. Ma question, c'est la suivante. Est-ce que tu penses que ça s'appelle travailler dur? Parce qu'en fait, travailler dur, on a cette image de la personne qui charbonne tous les jours comme un ouf du matin au soir. Ou est-ce que c'est pas plutôt de travailler intelligemment avec des phases de travail dur et des phases justement où c'est plus cool, mais c'est intelligent parce qu'on sait qu'il va y avoir ces phases
haut et bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Je pense qu'en fait, ça dépend de tes objectifs. C'est encore une fois, on en revient à cette étoile polaire que tu suis en fonction de tes objectifs, de qu'est-ce que tu veux dans la vie, en fait. Tu vois, à quoi tes semaines idéales, elles ressemblent, à quoi, enfin, si aujourd'hui, t'as pas encore atteint ce que tu voulais en termes de à quoi ressemble ta semaine idéale, ta vie idéale, etc., en fait, faut encore charbonner. Tu vois, donc pour moi, la manière dont je réfléchis par rapport à ça, c'est que, par exemple, quand je crée mon année, là, en 2023, tu vois, là, je l'ai fait il y a pas longtemps, je vais faire une frise. Je vais faire une frise, en fait, de l'année. Alors, aujourd'hui, je le fais à l'inverse de comment je faisais avant, mais maintenant, ce que je fais, c'est que je vais mettre d'abord les trucs de kiff que j'ai envie de faire. Donc, je sais pas, les voyages, les compétitions, tu vois, les moments avec mes potes, etc. Je vais tout mettre sur une frise. Et là où il y a des trous, en fait, je vais mettre les périodes où je charbonne. Donc moi, je fais 4 lancements, par exemple, dans l'année. Je fais 4 moments où, en fait, on ouvre les portes de l'académie. Et je sais que pendant la semaine, enfin même les 10 jours où on ouvre les portes de l'académie et les 1 semaine ou 2 semaines avant, sur cette période-là, je charbonne comme une ouf. Et en fait, du coup, en bossant par bloc comme ça, tu vas tout faire pour que ton énergie elle soit à 10 000%. Et je pense que en fait, je sais pas s'il y a vraiment une façon de travailler intelligemment qui soit universelle, parce qu'en fait, ça va dépendre de tes objectifs. Est-ce que c'est intelligent par rapport aux objectifs que tu as, tu vois, et par rapport à la manière dont tu sais que tu vas fonctionner, etc. Parce qu'on fonctionne tous un petit peu différemment, même si quand même, il y a quand même des choses qui se recoupent, mais la manière de travailler intelligemment, par contre, ça va plutôt être, je pense, dans la priorisation, la productivité, les trucs comme ça, tu vois. Mais après, il y a des trucs où je sais que c'est pas intelligent, je le fais quand même parce que ça va me faire aller plus vite, tu vois. Et du coup, je sais que c'est pas malin parce que je vais commencer par des trucs qui sont pas forcément les plus importants, etc. Mais je charbonne parce que comme ça, c'est fait et c'est fait dans un coin, quoi, tu vois. Voilà. Donc après, c'est jamais parfait, mais c'est la manière dont je m'organise aujourd'hui et comment je faisais avant. Avant, je faisais, j'avais mon métier de kiné, donc la sécurité prioritaire. Et ensuite, dans tous les endroits où il y avait des blancs, je mettais du travail. Donc c'était un peu différent, tu vois, c'était un peu différent. Mais je me suis dit, en fait, voilà, je me laisse 2 ans pour décoller, quoi. Et en fait, j'ai décollé bien avant ça, mais je me laisse 2 ans et en mettant des deadlines, ça te permet aussi de pas être en mode je charbonne dur tout le temps et de jamais savoir quand ça va s'arrêter parce que t'en peux plus, en fait. Enfin, si t'as pas un moment où tu sais que tu vas arrêter ça, t'as pas de raison de tenir. Alors que là, moi, je me disais, OK, à telle date, je sais que quoi qu'il arrive, je lâche mon taf. Donc, en fait, je charbonnais et je réfléchissais même pas, est-ce que je travaille intelligemment aujourd'hui ou pas? J'y allais comme une bourrine, tu vois. J'y allais en mode, j'y vais comme une ouf. Je sais pas si ça répond à ce que tu me demandais ou... Si. Ça répond à ce que je demandais. En fait, moi, je veux du coup mettre un peu de nuance parce qu'il y a des personnes qui peuvent écouter ça et qui se disent, moi, je travaille comme un malade, du matin au soir, mais je ressens pas cette liberté-là. Quand je disais intelligemment, c'est que moi j'ai envie de dire, c'est que tu as travaillé dur sur des projets qui te permettaient derrière de pouvoir être libre. Bien sûr. Ah oui. Intelligemment, tu vois, c'est vraiment ça, c'est de se dire, OK, je mets le focus et je travaille dur parce que je sais que une fois que ce sera fait, je vais récupérer du temps, de l'énergie, etc., jusqu'à mon prochain bloc de travail. Donc, oui, j'ai travaillé dur, mais sur un véhicule, en fait, qui me permet derrière d'être libre avec un projet qui me permet de l'être. Et je vois, par exemple, plein de gens, juste parce que déjà, ils ont déjà un modèle de base qui est juste tout pourri. Par exemple, j'ai un business en ligne, mais je fais du copywriting et en fait, je passe mon temps à écrire et je suis rémunéré que à l'article que je crée. Quelqu'un qui t'a beau travailler aussi dur que tu veux, quoi qu'il arrive, tu échangeras toujours un article contre une rémunération. Il sera toujours obligé de faire plus pour gagner un petit peu plus. Mais si tu dois faire plus, tu dois travailler plus, tu utilises plus d'énergie, tu as moins de temps pour toi. Bref, ce que je voulais vraiment amener, c'est tu avais aussi identifié quelles étaient les activités et business model qu'il fallait aussi avoir pour pouvoir être libre. C'était par exemple peut-être ton académie ou les choses qui ne dépendent pas derrière toi de ton temps et que tu peux également, et c'est là où je veux t'emmener et c'est génial, c'est derrière qu'est-ce qu'on fait sur des business en ligne comme des nôtres pour récupérer un maximum de temps. On va parler délégation, on va parler outils, productivité, même partager quelques astuces si tu veux. Qu'est-ce que tu fais au quotidien du coup pour être libre, cette fameuse liberté? Ok. Du coup, je vais juste revenir sur un truc que tu as dit. C'est que, en fait, la différence entre un copywriter qui échange son temps contre de l'argent, c'est que c'est un freelance, en fait, tu vois. Alors que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, à la base, peut-être est freelance et tout seul, mais qui va commencer à déléguer. C'est-à-dire que, par exemple, mon assistant, qui a beau être freelance, tu vois, dans la communication, tout ça, eh bien, il a quand même créé une équipe dessous, donc en fait plutôt en mode entrepreneur, pour déléguer quand même des tâches. Donc en fait il arrive à faire grossir son entreprise sans travailler plus. Donc en fait c'est un peu là la nuance, tu vois, d'échanger son temps contre de l'argent. C'est-à-dire que tu peux quand même être libre en tant que freelance, libre dans le sens
ou si pour toi la liberté géographique c'est ça qui est important, et ben être freelance, être copywriter par exemple et vivre, je sais pas moi, au Mexique, tu vois, et te sentir libre parce que tu bosses dans un coworking au Mexique et que t'es loin. Donc après, encore une fois, c'est comme tu disais, tout le monde a sa définition de la liberté, et puis en fonction des prix que tu poses aussi à tes clients, bah t'es plus ou moins libre parce que tu peux prendre un client qui va te payer 10 000 ou 5 clients qui vont te payer 2 000, tu vois, et tu vas travailler forcément plus. Enfin voilà, donc il y a tous ces trucs-là à prendre en compte. Mais comment est-ce que j'implémente la liberté au quotidien? Bah en fait, c'est à chaque fois je le remets très souvent en question parce que on a tendance à repartir dans ces mauvais schémas, tu vois, dans les trucs de retravailler. Comment je mets la liberté en fait en place? Bah, je te disais comme je te disais tout à l'heure, je mets une frise déjà sur l'année. Voilà, je sais que je vais m'organiser comme ça sur l'année. Et en fait, sur mes journées, on va l'utiliser sur mes semaines plutôt. Ce que je fais sur mes semaines, c'est qu'en fait, avant, je travaillais par exemple que le matin et je travaillais pas l'après-midi. Tu vois, je faisais des trucs là et en fait, ça me correspondait pas parce que j'étais toujours dans une énergie entre les deux. Tu vois, je faisais toujours entre les deux. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que par exemple, le lundi, je bosse pas. Le mardi matin, je vais bosser sur tout ce qui est marketing, etc. L'après-midi, je fais mes coachings. Le mercredi matin, je vais bosser sur de la création de contenu. L'après-midi, je fais des coachings. Le jeudi matin, s'il reste des trucs, je gère un petit peu tout ça. Mais normalement, j'ai délégué tellement tout le reste que j'ai quasiment plus rien à faire, et tout le reste du temps je bosse pas. En fait, j'ai créé ça de cette manière-là sur les périodes entre guillemets normales de l'année, et après j'ai les lancements où là je vais charbonner un peu plus, et les moments où je suis en voyage, là je viens de faire quasiment 2 mois de voyage, j'ai rien foutu. Enfin, tu vois, j'ai fait là Miami, ensuite j'étais en Patagonie en trek à cheval, donc sans wifi. Ensuite j'étais au Cameroun où là j'ai juste travaillé un peu sur ma vision, etc. Et ensuite là j'étais en Italie. Et du coup là je sais que pendant ces moments-là je travaille pas. Mais en fait je pense que c'est un curseur qu'il faut toujours réamorcer. C'est pas genre une règle que t'appliques tout le temps, tu vois, genre qui est tout le temps comme ça, genre ma vie est tout le temps comme ça. Si en fait j'avais vraiment cette façon de procéder tout le temps exactement la même, je me sentirais pas libre. En fait, ce qui est important pour moi, c'est de me dire, ok, je me mets un planning en place, mais j'ai le droit, tu vois, avec moi-même, de le changer régulièrement. Si y a un matin où j'ai pas envie de me lever, par exemple ce matin, tu vois, je devais me lever à 6 heures à la base parce que j'avais prévu de faire de la création de contenu. À 6 heures, mon réveil a sonné, j'ai dit oh non, j'ai la flemme, et puis je me suis endormie jusqu'à 8h30 où j'ai reçu ton message d'ailleurs après en mode on fait toujours le podcast et tout. Donc j'ai dit ah oui, c'est vrai, on va faire le podcast et tout. Mais voilà, c'est cette liberté là, c'est d'avoir quand même un peu de pas être trop dur avec soi-même quand on a déjà atteint un certain niveau de liberté en fait. Voilà. Il y a un truc que tu as dit, moi c'est une de mes prises de conscience de la fin d'année dernière. Tu as dit je planifie mon année. Et moi j'ai eu une prise de conscience l'année dernière, c'est que j'ai remarqué que les meilleurs entrepreneurs entrepreneurs en ligne, j'allais dire de la terre, que je connais, sont des personnes qui visualisent leur activité à l'année. C'est-à-dire que ils ont un calendrier. Certains, ils ont des vieux calendriers à l'ancienne. J'en avais acheté un que j'ai pas encore utilisé, bien sûr, mais peu importe comment on l'utilise, où ils savent exactement mois par mois qu'est-ce qui se passe dans leur année. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas ça? Parce que c'est juste game changer d'avoir cette vision de, ok, janvier, il y a ça, février, ça. Et en fait, juste en le faisant, et d'ailleurs, encore une fois, c'est une prise de conscience en le disant, je l'ai toujours pas fait, même si dans ma tête, mais ça reste que dans ma tête, c'est posé, mais j'ai pas cette sérénité de dire c'est posé, c'est comme ça que ça va se passer, et je sais exactement mois par mois comment y organiser mon année. Et tu l'as dit, et je trouve que c'est ouf. Et si je dois me poser la question, je remarque qu'il n'y a pas grand monde qui a une vision à l'année de son business avec un calendrier de qu'est-ce qui se passe. Et je pense que, et je vais le faire à la suite de ce podcast-là, je m'engage à le faire, c'est de tout poser, et je suis certain de gagner encore plus en sérénité parce que simplement on voit ce qui se passe. Ben là, tu mets le doigt, tu vois, sur un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure, auquel j'ai pas pensé, c'est qu'en fait, de planifier, ça a l'air de mettre, entre guillemets, d'une cage, enfin un truc compliqué, alors qu'en fait ça te libère énormément en termes de charge mentale. C'est pour ça que moi je sais que sur mes semaines je vais avoir une matinée marketing, une matinée création de contenu et tout ça, et je vais pas être sans arrêt en train de faire en freestyle, tu vois. Et ça c'était un truc sur lequel je me sentais plus libre. Là sur les 6 derniers mois je me suis rendu compte que malgré le fait que je faisais tout ce que je voulais quand je voulais, et financièrement et géographiquement et tout ça, j'avais quand même ce truc de ah merde, attends, faut que je fasse quoi aujourd'hui déjà, etc., etc. Et j'avais déjà planifié l'année dernière mon année, mais pas assez. Et en fait, je pense que c'est important de prévoir de planifier des moments pour planifier.
Tu vois, d'avoir vraiment des moments où, là, moi, j'ai fait ça quand j'étais au Cameroun. Je fais ça toujours en début d'année quand je commence à planifier des trucs. Entre le 1er et le 5 janvier, tu vois, j'ai pris quelques jours où, justement, en fait, j'ai pris tout mon agenda de l'année. Alors, je dessine carrément des frises. Et je me suis dit, OK, donc là, quels sont mes voyages, les trucs importants, cheval et tout ça. Voilà, je mets tous mes trucs. Ensuite, je cale mes lancements. Où est-ce que je vais mettre mes lancements, du coup, en fonction de ça, parce que je sais que je vais devoir travailler dur. Et ensuite, je vais carrément plus en... Alors ça concerne les entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, ce que je vais dire, mais je vais carrément plus en profondeur où je vais dire, OK, je sais que, par exemple, j'ai un lancement de telle date à telle date. Donc, juste avant, quel est le process à mettre en place? Et donc, en fait, tu crées des process, c'est-à-dire des fiches, avec marqué, voilà, j'ai un lancement. Quelles sont toutes les choses auxquelles il faut que je pense? Par exemple, les 4 semaines qui précèdent un lancement. En termes de contenu, qu'est-ce qu'il faut que je poste? En termes d'équipe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? En termes de vérification de, je sais pas, de Calendly, si tu fais du closing, des choses comme ça, de logiciels, qu'est-ce qu'il faut que je relance, etc. Et en fait, de faire vraiment toute une planification comme ça qui fait que, après, une fois que tu reportes ça sur ton agenda, moi aujourd'hui j'ouvre mon agenda, mais j'ai pas à me demander ah merde qu'est-ce qu'il faut que je prévoie. Non, c'est déjà dessus. En fait, j'ouvre mon agenda et j'ai déjà OK, aujourd'hui il faut que tu fasses un post où tu parles de ça, etc., etc. Et pour aller encore plus loin, ce que j'ai fait, c'est carrément que je prévois à l'avance mes contenus, ce que je faisais pas avant. Avant, je faisais tout genre le jour même, jusqu'à il y a pas très longtemps. Je faisais vraiment, j'ai un post à faire, tiens, je prends une photo, elle est cool, bam, j'écris mon texte et je balance ça et ça marchait. Mais en fait, ça me demandait sans arrêt, tu vois, de la charge mentale là-dessus. Et donc maintenant, en fait, je prévois même mes contenus sur une semaine ou deux à l'avance, où je vais créer plein de contenus, mais je vais le faire en un bloc, tu vois, où je vais pendant une demi-journée, une journée, voilà, faire que ça, tu vois, où je fais que du contenu. Et après, en fait, je balance ça sur une semaine ou deux, j'ai juste à prendre et à poster, et c'est une libération mentale énorme, quoi. Voilà, de savoir comment. Et alors après, ça met du temps, par contre, à planifier. Tu vois, à vraiment planifier le truc, à te dire, OK, là, je sais qu'il y a un trou, donc là, je vais pouvoir parler, par exemple, d'affiliation sur un truc. Comment est-ce que je vais en parler? Tiens, il faut que je prévoie ce post-là, que juste la veille, je fasse une story sur ce sujet-là pour que les gens commencent à réfléchir à ça, etc., etc. Enfin, tout, en fait, est orchestré. Et si je m'y tiens pas au jour près, c'est pas grave, parce que quand même, l'idée générale est là, mais ça te permet d'orchestrer un maximum de trucs et d'avoir zéro charge mentale. Et tu vois, pour répondre à ta question du début, qu'est-ce que c'est la liberté? En fait, pour moi, c'est d'avoir aucune charge mentale, en fait. Tu vois, aucune charge mentale, de pas me prendre la tête et du coup d'avoir beaucoup délégué. On en parlera sûrement après. Pour quelqu'un comme toi qui a différents business, qui a plein d'activités, qui est je pense qu'il y a besoin d'être un peu électron libre. Ça, c'est assez ouf de réussir à se dire, me donner un cadre me permet d'être encore plus plus productive et plus efficace. Et en tout cas, c'est hyper parlant. Donc, du coup, si on doit résumer très très rapidement, donc se donner un cadre annuel et derrière se donner un cadre événement par événement. Tu parlais par exemple de créer des process sur les différentes actions et les différents moments importants de l'année, et derrière également de planifier le quotidien. Tu parlais de la création de contenu qui est aussi un sujet. Est-ce que tu as d'autres choses que tu fais, que tu mets en place et qui t'aident au quotidien et qui te dans toujours cette idée de structure. On ressent la patte Romain Collignon là-dedans. Je sais plus ce que c'est la phrase, c'est la structure permet la liberté ou un truc comme ça, mais c'est rigolo parce que tu vois, alors pour parler du mastermind de Romain Collignon, donc là je suis dans ma 2e année de mastermind avec eux, et quand j'ai démarré l'année dernière, quand on a commencé à me dire les mots structure, etc., process, ça me donnait de l'urticaire, quoi. C'était en mode mais hors de question que je fasse ça, je ne peux pas, ça me mettait malade et tout ça. Et il a fallu que en termes de mindset j'avance un peu, etc., pour me rendre compte qu'en fait non, c'était la solution à tout ce dont j'avais besoin. Et donc en fait j'ai créé pas mal de process, par exemple. Alors là c'est plus vis-à-vis de l'équipe, tu vois, que j'ai, mais par exemple les newsletters que j'envoie, en fait je vais choisir des élèves que j'estime être vraiment inspirants, et en fait du coup je vais dire à mon assistante, voilà, cette liste d'élèves, tu dois aller les contacter, tu leur expliques comment écrire un témoignage, ensuite tu corriges tout ça, tu envoies ça à mon autre assistant qui va planifier la newsletter, qui rajoute aussi, il y a une astuce du mois où on a déjà pioché dedans en avance, etc., et qui rajoute la vidéo du mois, et ensuite, une fois que tout ça est fait, toi tu repasses derrière, tu corriges, et ensuite vous m'envoyez juste le test. Et là, en fait, j'ai rien eu à faire à part lui donner le nom des personnes et à avoir le mail, le test de newsletter. Ça, c'est un process, par exemple, tu vois, et c'est un truc qui m'a libéré énormément, alors qu'avant c'était du ping-pong, tu vois, en mode ok, est-ce que t'as bien relu ça, est-ce que je lui ai contacté, est-ce que si, c'était infernal. Et c'est toutes les mini-tâches, les micro-tâches qu'on n'a pas vraiment écrites dans notre agenda qui nous bouffent le plus de temps, en fait. C'est pas les trucs qu'on a vraiment planifiés, c'est tous les petits trucs, les petits insights à droite à gauche qu'on nous demande. Par exemple, pour la création de contenu aussi, j'ai un tableau, tu vois, avec tous les titres et que je dois mettre en place, par exemple sur YouTube, tu vois,
ou sur Instagram. Et en fait, pour la partie YouTube, c'est mon monteur qui va faire ça. Donc, je vais lui balancer tous les titres. Je vais mettre en fait à chaque fois la date de rendu maximum, lui mettre le lien. Tu vois, une fois que j'ai tourné la vidéo, je lui fais télécharger un lien. Il sait qu'il a tant de jours pour me le rendre. Ensuite, moi, j'ai le droit de faire un commentaire pendant 3 jours. J'ai 3 jours pour revoir la vidéo et commenter s'il y a des trucs à mettre. Ensuite, je lui dis oui ou non, ou il la refait. Il y a une deuxième version. Ensuite, je dois la corriger. Mais en fait, tu vois, j'ai juste des comment dire, des cases à cocher, tu vois. Alors qu'avant, c'était toujours le ping-pong, pareil, sur tous ces trucs-là. Donc, c'est plein de petits process comme ça, en fait, que je mets en place constamment, enfin, pour tout, en fait, pour tout et de plus en plus. Du coup, là, tu viens d'évoquer la partie process. Si on devait se faire un petit paragraphe outils. Ouais. Les logiciels, tu veux dire que j'utilisais Ouais, tout ça? par exemple, ouais, les choses qui te permettent l'organisation et qui te permettent de faire marcher ce petit monde. Et ce petit monde, on va en parler juste après. Ok. Alors c'est rigolo parce que j'ai posté une vidéo il y a genre 3 jours où je parle de tous les outils que j'utilise sur YouTube justement. Donc bon voilà, ça en parle de pas mal, mais j'ai même pas tout mis parce qu'il y en a tellement. Alors par exemple pour les process de comment mon équipe doit prendre des décisions en fonction de ce qui arrive, j'utilise Xmind. Tu sais, c'est des mind maps en fait avec ok, t'as tel truc à faire, que ferait Léa à ma place? Hop, t'as le premier process. Si je ne sais pas ce que Léa fera à ma place, ok, est-ce qu'il y a un danger de vie ou de mort sur l'entreprise? Oui, non, en fonction, tu vois, voilà. Donc ça, c'est sur Xmind par exemple que je le fais. J'utilise Notion, tout simplement. Alors Asana, je sais que tout le monde utilise ça. Je déteste ça. Je n'arrive pas à me mettre dessus, donc je ne suis pas sur Asana. Mais je suis sur Notion, qui est très simple. Après, on utilise quasiment que Notion sur. Je suis en train de réfléchir par rapport à l'équipe. Ouais, sur tous les process. Bon, après, tu vois, t'as les logiciels d'emailing comme ActiveCampaign, tu vois, qu'on va utiliser. Mais vraiment sur la partie process, on a plein de canaux différents sur Notion, en fait, avec YouTube, tout ce qui est personal assistant, parce que j'ai une assistante personnelle aussi. Ça, c'est révolution d'ailleurs pour moi depuis un an. Ça va être, en fait, on a plein de sous-canaux, tu vois, qui sont plus ou moins partagés en fonction des membres de l'équipe, etc. Et tous les process sont sur Notion. En fait, plus c'est simple, mieux c'est. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai une nouvelle idée, je mets tout sur mes notes, par exemple, sur mon téléphone. En fait, j'ai des catégories, par exemple, idées de réel, idées YouTube, idées business, idées IMO. Enfin, voilà, j'ai tous mes trucs. Je le balance à chaque fois dessus. Et une fois par mois, je vais reprendre ces listes-là et les implémenter ou non sur Notion en les donnant à quelqu'un, par exemple, de l'équipe ou en les mettant sur mon agenda. C'est moi qui dois le faire. Tu vois, j'ai vraiment ce truc très simple de notes, Notion et c'est tout. Enfin, plus c'est simple, mieux c'est. Quand tu commences à avoir des logiciels qui traquent, tu vois, Slack, Asana, machin, truc et tout dans tous les sens, c'est pas possible, quoi. Moi, ça me perd complètement. Donc, plus c'est simple et mieux c'est. T'as parlé d'équipe aussi. C'est également un moyen ultra efficace de gagner en liberté, de collaborer avec des personnes et de travailler sur ce projet, sur son business. Mais moi, j'appelle ça un projet commun. C'est quoi ton équipe à toi et comment t'as structuré ton activité aujourd'hui? Alors, au début, j'ai commencé à partir un peu en live parce que je voulais suivre tous les conseils qu'on me donnait dans l'entrepreneuriat, qui étaient d'avoir une énorme équipe, etc. En fait, pas du tout. Je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait, ça correspondait pas à ma vision. Ma vision à moi, c'est de pouvoir tout arrêter en claquant des doigts, si j'ai besoin, etc. Donc, par exemple, j'ai personne en CDI dans l'équipe. Je ne veux pas de salariés. J'ai que des gens qui sont en freelance et je veux que des gens, du coup, en freelance qui aient aussi d'autres business. Bon, déjà, j'ai appris il y a pas longtemps que c'était obligatoire de toute façon, mais qui est aussi... Un autre client. Comment? C'est un autre client, c'est pas un autre business, c'est ça que tu voulais dire? Un autre client, pardon, excuse-moi, un autre client. Non, qui est plusieurs clients. Mais c'est aussi parce que je veux que les gens qui bossent avec moi aient la même vision de la liberté que moi, même si c'est des freelances aussi, mais qu'ils aient aussi d'autres sources de revenus, tu vois, qu'ils aient aussi en fait la même façon de voir les choses que moi, même si évidemment c'est peut-être pas le même niveau de revenus, etc., mais qu'ils aient la même façon de faire les choses. Donc la manière dont j'ai structuré, c'est que je veux le moins de personnes possible dans mon équipe. Je veux le moins de personnes. Donc là actuellement, j'ai 2 personnes qui sont, on va dire, peut-être à 70-80%, tu vois, avec moi, et puis après, du coup, ils ont leurs autres clients. Il y en a une qui s'occupe, par exemple, de tout ce qui est community management, customer care, et elle fait aussi toute la partie assistante personnelle, c'est-à-dire que réserver mes billets d'avion, acheter des fringues pour moi, acheter je sais pas moi, un ordi, enfin voilà, tous les trucs dont qu'il faut que je fasse, mais où ça va me prendre du temps d'aller sur internet, me connecter. Alors ça a l'air tout con comme ça, on se dit attends mais meuf, ça va te prendre 5 minutes. Ouais, ça va me prendre 5 minutes, mais moi ces 5 minutes, il faut que je les mette dans ma zone de génie qui n'est pas de commander un truc sur Amazon, quoi. En fait, tu vois. Donc vraiment je délègue énormément.
Et ensuite, mon autre assistant, lui, il fait tout ce qui est plutôt technique, les pages de vente, le montage vidéo, etc. Et après, j'ai des closers qui sont là, qui sont des membres en fait de mon académie, qui m'aident aussi pendant les lancements, parce qu'en fait, on a trop de monde, on a trop d'appels pendant les lancements et je peux pas faire toute seule. Mais je continue à le faire toute seule parce que j'adore être au contact en fait de mes futurs clients, etc. Et c'est pour ça que je continue à le faire et parce que j'adore ça, voilà, tout simplement. Et puis après, de temps en temps, on a des personnes externes, tu vois, qui viennent. Tu vois, par exemple, sur le marketing, là, je viens de signer un contrat, par exemple, sur du marketing pour avoir vraiment des diagnostics, des choses comme ça. Mais je veux pas trop de monde, en fait. Je veux vraiment pas me sentir envahie avec trop de monde qui est dans l'équipe. Et j'ai des gens qui ont 10 fois plus de personnes dans leur équipe que moi, qui font des plus petits chiffres d'affaires. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est qu'en fait, tu te perds, tu dilues ton énergie dans tous les sens. T'es obligé d'avoir des feedbacks de tout le monde. T'es obligé de faire des zooms, par exemple, toutes les semaines avec ton équipe. Moi, c'est mort. Les zooms, on en fait un par mois. Ça dure 2 heures où vraiment on balance tout. Et le reste du temps, tout est tellement systématisé qu'on a rarement besoin de s'écrire. En fait, tout le monde est libre, quoi. Voilà. Ouais, génial. Génial. Donc, dans ton cas, privilégier vraiment plutôt une petite équipe impliquée et avec les mêmes valeurs et le même mode de fonctionnement. Et ouais, ça me parle. Super. Ouais. Quand on a des équipes, notamment freelance, on peut avoir ce problème, c'est un truc qui vient souvent, soit du manque d'implication des gens, soit des gens qui vont faire le job à l'arrache, etc. C'est un problème qui est récurrent. Comment est-ce que tu pallies à ça et qu'est-ce que tu mets en place pour, en un, recruter les bonnes personnes et en deux, les manager pour qu'ils soient toujours à fond avec toi? Je leur laisse énormément de liberté, c'est-à-dire que j'ai pas trop ce truc de, enfin, je pense pas en tout cas, d'être la boss, tu vois. C'est-à-dire que je leur demande aussi, tu vois, pendant les zooms qu'on fait, c'est, ok, si vous étiez à ma place dans l'entreprise, qu'est-ce que vous changeriez, tu vois? Même si ils sont assistants et qu'ils sont pas normalement à ma place, tu vois. Mais en fait, je leur donne vraiment de l'importance et je leur donne énormément de liberté, c'est-à-dire que, bah, en fait, ils bossent quand ils veulent. J'en ai rien à taper s'ils veulent bosser la nuit et pas la semaine, s'ils veulent bosser le week-end. Enfin, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est que le truc soit fait à la fin. J'en ai rien à taper de combien de temps ils ont passé à le faire ou pas. S'ils l'ont fait plus rapidement parce qu'ils ont trouvé d'autres techniques, tant mieux, tu vois. Et je leur donne beaucoup de liberté. Et l'autre chose, c'est que je les aide aussi. J'essaye en fait de les aider aussi, même dans leur vie à côté. Tu vois, dans leur vie entrepreneuriale, dans leur vie en termes de développement personnel et tout ça. Quand on fait des zooms entre nous, alors certes, il y a tout ce qui concerne notre entreprise, mais il y a aussi tout ce qui concerne, ok, et maintenant, vos objectifs à vous, c'est quoi dans vos différents domaines? Par exemple, mon assistante, elle est aussi photographe à côté, tu vois, elle adore ça. Ben, ok, comment est-ce que tu peux faire pour développer plus cette entreprise, etc. Et en fait, moi, j'ai jamais eu trop de mal à recruter parce qu'en fait, les gens sont là depuis le début, tu vois. Ils partent pas. Donc, c'est cool. Pour l'instant, c'est cool. Mais c'est juste qu'en fait, je leur donne j'essaye en tout cas de toutes mes forces de leur donner ce dont ils ont besoin et pas juste ce dont moi j'ai besoin. J'essaye vraiment, tu vois, de leur dire, ok, vous avez besoin de vous sentir libre, de gagner des thunes, de faire des heures et de développer vos autres activités à côté et d'avoir du sens dans ce que vous faites. Bon bah voilà, je vous donne tout ça le plus possible, tu vois. Et par exemple, quand on fait des immersions en présentiel, bah ils viennent avec moi. C'est-à-dire que je pourrais payer des gens qui viennent et qui s'occupent des trucs à leur place là-bas, mais en fait, je préfère les avoir eux parce que comme ça, ils sentent aussi à quel point ça a un impact incroyable sur les élèves. Quand t'as tous les élèves qui pleurent, qui ont des déclics énormes et tout ça, dans le changement de vie, qui enlèvent leur peur et tout ça en 2 jours et tout, bah forcément, ils voient cet impact-là et ils font partie de cette communauté. C'est-à-dire que je les mets pas à part, ils font partie de ça. S'ils ont des questions à poser, ils les posent. Enfin, tu vois, je les inclus vraiment. Et après, les 2 personnes qui sont plutôt dans le closing, etc. Ça, c'est des élèves, en fait. C'est des élèves qui étaient déjà, du coup, dans mes valeurs, qui avaient déjà été sélectionnés dans l'académie. Donc, ça veut dire qu'elles sont déjà motivées, déjà bienveillantes. Et donc, forcément, bah, c'est des gens qui restent, quoi. Tu vois, parce que c'est des gens qui sont déjà dans ces trucs-là. Donc moi, j'ai pas de process de recrutement. J'ai vraiment fait à l'instinct, dans le sens où mon assistante aujourd'hui, à la base, c'est une de mes copines qui n'était pas du tout assistante, tu vois, et qui bossait plus, bref, et à qui j'ai proposé au début 1 heure par semaine, et puis aujourd'hui, elle en fait beaucoup plus que ça, tu vois. Et mon autre assistant, à la base, c'est quelqu'un c'était un alternant que j'ai recruté parce que bah au début, mon business, j'avais pas trop de thunes, tu vois, pour payer quelqu'un sur la communication, clairement. Et puis bah je l'ai pris et je l'ai vraiment pris sous mon aile en essayant de lui donner un max et tout ça, et il a vu la différence entre une entreprise normale, ou enfin entre guillemets normale, où il avait bossé, et avec nous, il a dit ah mais c'est génial en fait. Moi je veux rester avec vous, hein, c'est trop bien, il y a une bonne ambiance, on fait un truc qui impacte, en plus je suis libre, je peux bosser de partout où je veux tant que j'ai une connexion Wi-Fi, bah go. Et donc lui après je l'ai gardé en freelance à la fin de son contrat. Donc tu vois, moi j'ai pas eu particulièrement de recrutement à faire, c'était vraiment à l'instinct comme ça, avec des gens que je sens bien, quoi. Et à qui tu le rends bien aussi derrière. J'essaye, ouais. J'ai 2 questions pour toi pour terminer, Léa. J'en ai une qui est personnelle. En tout cas, c'est une question pour moi. Je suis assez épaté par déjà par le fait que tu ne fasses pas de publicité.
et que tout ce que tu fais n'est qu'en organique. Et je suis assez épaté également de la capacité que tu as à fédérer une communauté autour de toi. Ma question est, est-ce que tu fais, ou quelles sont les stratégies, ou plutôt qu'est-ce que tu mets en place volontairement pour réussir à créer ça autour de toi et du coup autour de ton business? Alors, tu parles du fait de vraiment fédérer une communauté qui est hyper engagée, c'est ça? Exact. Exact. Et qui, en fait, qui te donne même derrière suffisamment de nouvelles personnes qui arrivent et suffisamment de personnes qui te permettent de remplir, en fait, tes sessions dans ton académie. C'est personnellement un sujet, en fait, du moment qui est le travail organique. J'y crois dur comme fer. Et du coup, je me dis, voilà, sachant que c'est quelque chose que tu maîtrises très bien et tu fais pas de pub aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que tu mets en place volontairement et qui seraient intéressantes de partager ici? Alors, il y en a un paquet, mais du coup, les plus importantes, c'est que en fait, ça, je le faisais déjà naturellement parce que c'est ma personnalité de vouloir partager avant même d'avoir eu l'idée d'un business de coaching. Il y a longtemps, en fait, je partageais déjà. Si vous allez sur mon compte Insta, d'ailleurs, j'ai laissé les vieux trucs pour le prouver, tu vois. Ouais. C'est que il y a déjà plusieurs années, quand j'étais sur Instagram et que je parlais, j'étais toujours en train de balancer du développement personnel, d'essayer d'aider, etc. C'est pour ça que j'étais devenue kiné parce que j'avais besoin de soigner la souffrance chez l'autre, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je me force pas. Alors, je sais que c'est pas vraiment un conseil ce que je donne, mais je me force pas à aider les gens, etc. C'est un truc que j'ai besoin de faire, et c'est pas juste pour eux, c'est pour moi. Ça me fait du bien d'aider les gens. Je me sens mieux, je me sens plus apaisée, plus reconnue aussi. J'adore quand on me dit merci. Voilà, c'est clairement l'ego, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de reconnaissance, et en fait, les réseaux sociaux sont géniaux pour ça. Parce que en fait, quand tu aides, tu as aussi ce retour-là de les gens qui sont trop contents, qui te remercient de partager autant, etc. Et après, c'est que je suis une vraie pipelette, donc je peux parler pendant 3 plombs, mais clairement, il y a des gens qui, même s'ils m'écoutent pas, je m'en fous. Au moins, je balance mes trucs et je parle de ce qui me passionne. Mais pour vraiment les engager, je pense qu'il faut vraiment peu importe le business dans lequel t'es, être le docteur de leurs problèmes. Tu vois, c'est ce qu'on dit en fait dans le marketing aussi. C'est alors évidemment avoir écrit ton avatar client, et moi je le réécris tous les ans parce que je me suis aperçue qu'il avait un peu évolué. Je pars pas juste avec des croyances absolues sur oui, ça c'est mon avatar et je suis sûre qu'il n'y a rien d'autre autour. J'essaye vraiment toujours de me remettre en question là-dessus. Et une fois que cet avatar est écrit, bon maintenant je le connais par cœur, mais mon avatar client, mon client idéal, de quoi il a peur, quels sont ses freins, quels sont ses problèmes, comment je pourrais l'aider, quels sont ses besoins, quels sont ses rêves, etc. Et en fait, de créer ma communication autour de tous ces piliers-là, tu vois. Donc, ça va sans arrêt soit répondre à un besoin, soit exprimer à voix haute ce que lui, il pense tout bas et qu'il n'ose pas dire, par exemple. En fait, j'ai peur ensuite de pas pouvoir assumer dans ma famille si je continue comme ça, financièrement. Enfin, tu vois, je vais mettre en fait des mots sur les trucs que eux, je sais qu'ils pensent et c'est un peu tabou, ou je sais que c'est des vraies douleurs chez eux. Je vais mettre des mots et je vais en parler en mode les gars, tout va bien en fait, ça va bien se passer, et vraiment essayer de les aider. Pour les engager, après, il y a pas de secret, c'est de la constance, c'est tous les jours. Moi, des stories, je pense que ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas, il y a pas une journée sans que je poste une story. Enfin, tu vois, sauf des fois ça peut arriver si j'ai pas de réseau. Ça m'est arrivé quand j'étais en Patagonie là récemment, en trek à cheval en plein milieu de nulle part. Mais je vais quand même filmer des trucs pour les poster plus tard et pour leur montrer que c'est possible, etc. Parce que je me dis toujours, il y a une personne peut-être parmi les milliers de personnes qui regardent mes stories, tout ça, il y a peut-être une personne qui aujourd'hui est au bout de sa vie, tu vois. Elle est vraiment, ça va vraiment pas. Et en fait, même s'il y a qu'une personne que ça aide, il faut absolument que je poste aujourd'hui. Il faut que je poste pour cette personne-là, que ça peut aider. Comme moi, j'aurais aimé qu'on m'aide à l'époque quand il y avait, alors je dis à l'époque, mais c'était il y a 5-6 ans, mais s'il y avait beaucoup moins de trucs comme ça, tu vois, de coaching et tout ça, ça n'existait pas aussi fortement qu'aujourd'hui. Et j'aurais rêvé d'avoir quelqu'un qui soit là tous les jours, où je puisse, quand les gens m'écrivent, moi, c'est moi qui réponds en message privé. Alors, j'en ai beaucoup des messages, mais c'est toujours moi qui réponds, et j'essaie toujours de leur apporter quelque chose. Des fois, quand je peux pas, je les envoie sur un autre truc qui peut les aider plus. Enfin, j'essaie de le faire sans attendre en retour financièrement, tu vois. En fait, de donner sans se dire ah lui c'est forcément un super client, un futur prospect, tout ça. De donner en mode tiens, c'est comme si c'était mon frère, c'est comme si c'était ma famille. En fait, vous êtes tous de ma famille. Je vous donne, et je donne tellement qu'après les gens ils ont qu'une envie, forcément, c'est de venir après dans l'académie. C'est ce qui est normal, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Clairement. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose. C'est encore une fois de mes gros projets du moment, c'est de fonctionner en organique. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus important, notamment quand on a des activités en ligne ou quand on vend des programmes, des accompagnements, des masterminds, du coaching, peu importe. Je trouve que c'est méga important, et je pense que les gens comme toi qui maîtrisent déjà ça depuis un petit moment ont de beaux jours devant eux. Et ça m'amène sur ma dernière question que j'avais à te poser. Selon toi,
pour toutes les personnes qui ont une activité en ligne, peu importe la nature, exclu peut-être juste e-commerce de cette branche-là, mais quelle est, selon toi, les choses qui vont arriver sur les années à venir et les choses sur lesquelles il faut absolument mettre son attention pour rester dans le game? Là, c'est très large ce que je te pose comme question, mais c'est volontaire. Je pense que ma réponse va te faire rire, mais c'est qu'en fait, j'estime que c'est très, il y a aucune humilité dans ce que je vais dire. C'est pas grave. Tu vois, je préviens juste. Mais j'estime qu'en fait, mon énergie à moi personnellement ne va jamais ressembler à l'énergie des autres. Et en fait, quand il y a plein de gens qui me disent, oui, le marché, à ton avis, en ce moment, il paraît que les gens n'achètent plus, etc. Ça ne me concerne pas en fait, parce que je ne m'adapte pas au marché. C'est moi qui crée le marché. Tu vois. Et en fait, peu importe comment vont évoluer les choses, je pense que la meilleure façon de faire, c'est toujours de t'assurer que les gens qui te suivent ont des réponses à leurs questions. Tu vois, ont des réponses à leurs questions, ont à manger, tu vois, sur ce dont ils ont besoin, que ce soit en vidéo, que ce soit par mail, etc. Tout le monde a sa zone, voilà, de génie. Il y en a, ils vendent que par mail, il y en a qui vendent que sur Instagram, il y en a qui vendent que avec la pub, tu vois. Et je pense que moins tu dépends par exemple de la pub, moins tu dépends d'une seule plateforme, etc. et plus tu es libre. Mais si tu es une personne qui s'intéresse vraiment à comment vont évoluer les gens qui te suivent, etc., tu trouveras toujours une solution. Et en fait, encore une fois, sans aucune humilité, je pense clairement que moi, peu importe comment évolue le marché, en fait, les gens vont me suivre si je leur donne ce dont ils ont besoin. Tu vois. Donc en fait, je me pose même pas la question du marché. Le marché, tu vois, souvent dans les masterminds, on en parle de ça. Mince, là il y a un marché qui est vraiment descendant. Les gens ont plus de mal à acheter. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, mais rien à foutre en fait. Ça ne me concerne pas, ça ne m'atteint pas. Moi, je fais mon truc à ma sauce en aidant les gens du mieux que je peux. Tu vois. Je suis vraiment dans cet état d'esprit. Écoute, je pense que je peux pas terminer mieux que ce sur quoi tu viens de terminer. Et je te rejoins à 1000% sur ce que tu viens de dire. En tout cas, déjà, un grand merci pour l'ensemble du partage et tout l'épisode qu'on vient de faire. J'ai trouvé ça méga intéressant. Je pense que ça impactera et aidera aussi beaucoup de personnes. Comme tu le disais tout à l'heure, si ça impacte au moins une personne, cet épisode-là, je pense que tu seras heureuse et je le serai également. Est-ce que tu aurais une dernière chose à partager sur si on se met dans la peau de quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui a son activité et qui sent qu'elle peut faire plus, qu'elle doit faire mieux, qu'elle doit franchir un palier? Est-ce que tu as un conseil que tu partagerais, un truc peut-être une philosophie que tu as qui pourrait aider ou créer un déclic chez quelqu'un? Malgré le fait que vous êtes peut-être déjà formé, peut-être déjà coaché à l'époque pour monter vos trucs, etc., je pense que c'est important de se considérer comme un élève éternel et que continuez à vous former, continuez à investir sur vous, que ce soit dans des coachings, que ce soit dans des formations, dans des séminaires, dans des bouquins, enfin continuez à le faire. En fait, n'arrêtez pas. À partir du moment où vous arrêtez, peu importe ce que vous faites, votre business, il va régresser au fur et à mesure parce que vous serez plus dans cette dynamique d'apprendre et vous serez plus cet élève qui peut apporter encore de nouvelles choses à vos futurs clients, à vos prospects, etc. Mais ne jamais arrêter d'apprendre, en fait. Ne jamais arrêter d'apprendre constamment. Alors après, il y a des périodes où on est dans l'action et des périodes où on se forme et des périodes à nouveau dans l'action et où on se forme. Mais laissez pas trop l'écart se creuser entre qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous voulez devenir, quoi. Vous faites vraiment attention à ça. Écoute, un grand merci encore à toi pour avoir participé. Et s'il y a des personnes qui veulent te suivre ou regarder ce que tu fais, notamment peut-être sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors là où je suis le plus présente, c'est sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Alors pas Call Girl pour toutes les personnes qui disent attends Call Girl, pas du tout. J'avais pas pensé à ça à l'époque où j'ai créé ça, mais bon, Travel comme voyage et Cowgirl comme cowboy, mais Cowgirl quoi du coup. Après je suis un peu sur YouTube, là j'ai démarré sur YouTube, on a bientôt 1000 abonnés là, donc c'est en mode tout doux tranquille. Mais c'est vraiment les deux plateformes où je suis le plus. J'ai un canal Telegram aussi, mais vous avez tout sur ma page Instagram, c'est là que vous aurez le plus de chances de me trouver en tout cas. Un grand merci à toi et puis je te dis peut-être à bientôt dans un prochain épisode, qui sait? Eh ben merci Loane, merci, franchement c'était trop intéressant d'avoir des vraies questions intéressantes pour une fois dans une interview, donc merci à toi. Salut.